Je sais, notre dette explose, mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission totalement exceptionnelle. Vous allez voir pourquoi exceptionnelle, parce qu'on d'abord, on va faire le point sur une semaine riche en événements, sur l'économie, les marchés et votre argent. Merci Donald Trump. Au sommaire aujourd'hui, le mot de la semaine, les retraites, quand même, on va en parler. Je sais que c'est un sujet qui est... Ouais, je sais pas pourquoi on en parle, mais il faut en parler quand même. C'est désespérant, mais on va en parler. On va parler que de sujets désespérants. Non, un sujet sympa. La question macro, l'effort massif de réarmement peut-il sauver l'Europe de la récession? C'est moi qui ai trouvé cette question, je suis très fier de moi. Le chiffre de la semaine, désastreux, horrible, désespérant. Et en plus, c'est le chiffre à fin mars. 114%, la dette française, horrible. En deuxième partie de l'émission, la bourse, bon, de record en record. On avait eu quand même une correction très forte sur le Nasdaq. Et puis ça y est, on est reparti. Nvidia au sommet, les indices européens, notamment allemands, au sommet. On va se demander si ça va continuer ou pas. Justement, où est-ce qu'il faut mettre son argent? On a le spécialiste de l'allocation d'actifs sur ce plateau, donc il va nous répondre. Quel placement privilégié? On a un gars qui va nous répondre que c'est les small caps, c'est la même chose depuis 15 ans. Le top. Il aura raison parce que le CAC Small fait plus 25. Je me demande si on ne devrait pas faire un avatar. Ça sert à rien de l'inviter, quoi. C'est toujours le même truc. Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions achetées ou vendre. Mais pour une émission exceptionnelle, j'ai déjà dévoilé une partie des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance. Économie, finance, taux d'intérêt, 3 spécialités du triathlon qu'elle pratique avec talent. Valentine Hénouz, vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. Vous êtes toujours là-bas? Oui, toujours. Alors. Alors que les températures vont dépasser les 40 degrés ce week-end, il continue à se battre pour sauver la planète et il n'y arrive pas. Alain Pinou, sur son vélo. Alain Pitou, qui n'arrive pas vraiment à faire des choix vestimentaires. C'est-à-dire que parfois il vient en veste, sans cravate. Et là, il nous a fait la chemise avec la cravate, mais sans la veste, ce qui est totalement étonnant. Vous êtes senior evadeur ESG. Oui. Maintenant, on a interdiction de rigoler quand on dit ESG. Exactement. J'espère que vous allez... Il maîtrise parfaitement l'art des small caps, il connaît que ça d'ailleurs. Il nous avait annoncé depuis longtemps la vague d'OPA qui déferle sur la côte. Oui, ça c'est vrai. Eric Lewin, vous êtes président d'EL Finance. EL Finance, une énorme structure où vous êtes seul. Il recommande une énorme structure, les small caps. Ma veste vous plaît, ça vous plaît par rapport à l'habitude? On voit qu'elle vous a coûté cher. Vous avez oublié de laisser l'étiquette dessus comme d'habitude. Il est la preuve vivante qu'on peut allier compétences, économie et gastronomie. La star incontestée de BFM Business, l'incontournable Emmanuel Le Chibre. Emmanuel, c'est toujours un plaisir de vous avoir. Allez, on passe au mot de la semaine. J'avais quand même envie d'en parler, les retraites. Notre système de retraite prend l'eau de toutes parts et pendant que le navire coule, l'orchestre des politiques continue à jouer sa partition funeste. Le conclave a échoué. Bayrou tente de sauver un accord pour sauver son poste. Quelles conséquences tout ça, Emmanuel Le Chibre? Qu'est-ce que ça vous inspire d'abord de voir tout ce conclave, le énième conclave, les discussions, et le fait qu'on se dit qu'en fait un gosse de CM1 pourrait résoudre le problème? Parce que quand en 1945 la retraite était à 65 ans alors que l'espérance de vie était à 65 ans, la règle de 3 nous permettrait de calculer à quel âge on devrait repartir à la retraite, alors qu'aujourd'hui l'espérance de vie est à 80 ans ou plus. Il ne vous a sans doute pas échappé, Marc, on n'apprenait plus vraiment la règle de 3. Oui, c'est ça. Il y a des nouvelles façons d'enseigner les mathématiques maintenant qui défient un peu les lois. Oui, mais alors justement, c'est peut-être pour ça que ça marche pas. Et financière. Non, mais c'est moi ce qui me désespère, c'est de voir à quel point on s'étripe sur des détails, en fait, sans faire avancer vraiment la viabilité de nos systèmes de retraite. C'est-à-dire que moi j'ai l'impression que pour aller conquérir une avancée nouvelle, c'est-à-dire par exemple une année supplémentaire de cotisation, ça demande des efforts de plus en plus démesurés à chaque réforme. Et le problème, c'est que ce qui a échoué là, et au fond, on se rend compte que ça n'est pas très grave, ce psychodrame finalement. Pourquoi? Parce que en fait, on bougeait de quelques millimètres, quelques curseurs, qui font qu'il aurait fallu de toute façon remettre très vite le métier sur l'ouvrage. Ce qui est préoccupant, c'est qu'on ne se pose pas vraiment les deux seules questions qui vaillent d'ailleurs, qui sont
celle qui était posée par le corps. Vous savez, le corps a fait un nouveau rapport, nouvelle version, avec le comité d'orientation des retraites qui a été censuré, entre guillemets, parce que bien évidemment, qui peut croire que les prévisions qui sont faites à l'horizon 2070 sont fiables? Enfin, il y avait une conclusion qui était quand même fondamentale, c'était la seule sortie par le haut de tout ça, c'est de travailler plus. Donc, qu'on essaye de réfléchir sur travailler plus, et qu'on essaye de réfléchir au-delà de la retraite, à plus globalement, qu'est-ce que le vieillissement? Quelle société du vieillissement on prépare? Mais on se bat sur des 6 mois par-ci. Oui, mais c'est quand même important, parce qu'aujourd'hui, 6 mois par-ci, c'est 10, 15 milliards. C'est-à-dire, et les 10 ou 15 milliards, on les a plus. Donc aujourd'hui, on est dans une situation qui est quand même désespérée. Vous êtes encore très loin de la retraite, Valentine, très très loin. Mais qu'est-ce que ça vous inspire? Contrairement à Alain qui fête ses 82 ans la semaine prochaine. Oui, je l'ai fait. Et qui en fait 80. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'équilibre financier du système de retraite, il va se détériorer. Et si on regarde les chiffres de la Cour des comptes, il va commencer à se détériorer, mais très rapidement à partir de 2030, avec un déséquilibre entre les retraités et les personnes qui cotisent, et parce qu'on est dans un environnement où on va avoir une démographie qui est beaucoup moins favorable. D'accord. Donc il y a une prise de décision aujourd'hui qui doit quand même être rapide, parce que bon, on doit revenir sur une trajectoire, on doit faire des économies, revenir sur une trajectoire. On doit, mais on fait 2029. Rien. La prise de décision doit être rapide. Oui, tout ça, c'est des vœux pieux. Pour moi, c'est extrêmement important, parce qu'on ne doit pas basculer dans un cercle vicieux où aujourd'hui on voit que l'exercice budgétaire est rendu plus compliqué par l'environnement économique, parce qu'on a une croissance qui est faible à 0,6, une inflation aussi qui est faible en France pour cette année à 1%. Donc il y a l'exercice budgétaire qui est rendu plus difficile par l'environnement économique, et maintenant on a l'environnement économique qui a le poids de l'exercice budgétaire, parce que maintenant les acteurs économiques, que ce soit les ménages, que ce soit les entreprises, s'inquiètent de la trajectoire fiscale. Et donc on a les ménages qui épargnent plus et les entreprises qui limitent leur investissement. On n'y est pas encore, mais aujourd'hui pour moi il faut réagir rapidement pour éviter de basculer dans ce cercle qui n'est pas favorable. Alain Pitou, on a quand même ce débat totalement délirant en France. Je vous ai réveillé, non? Non, j'ai tenté de réfléchir à ce que j'allais dire. Mais il n'a pas besoin de retraite, Alain, il est richissime, lui. Entre la retraite par capitalisation et la retraite par répartition, aujourd'hui, quand on voit le chiffre de l'épargne des Français, 18,8%, au plus haut hors période de Covid. Est-ce qu'on peut se dire que globalement les Français en fait se foutent complètement du système de retraite existant, parce qu'ils ils en ont fait leur deuil, quoi? En fait, on a deux catégories de population. On a nos hommes politiques qui sont totalement gangrénés par un système socialo-étatique. Ça, c'est et qui du coup font ce qu'ils font depuis des années. C'est les 35 heures, c'est le ministère du temps libre, des âneries comme ça. Et puis on a le reste de la population qui se rend compte que on est coincé, et donc tout le monde sait, et vous faites un sondage autour de vous, hein, les personnes à la retraite, il y en a quelques-uns autour de la table, savent très bien que... C'est ça aussi la nouveauté depuis quelques temps, c'est que même ceux-là se disent qu'il va y avoir un problème sur leur retraite. Évidemment. Sur leur retraite. Non, mais mais évidemment. Avant, ils n'y pensaient pas à ça. C'est-à-dire que c'était un décret. Ils sont dans le viseur. Mais là, ça y est, voilà. Donc ces gens-là épargnent le peu qu'ils ont à épargner, ou parfois le peu qu'ils ont à épargner, et les autres savent très bien que la situation est dramatique et qu'il va falloir épargner. Et donc ça donne l'épargne qu'on a en ce moment. Donc on est quand même, je crois que le cercle vicieux, on y est déjà bien dedans quand même. Hein. Et c'est pour ça aussi que je pense que, alors capitalisation, dès que vous évoquez ce mot-là, c'est une levée de bouclier, c'est-à-dire que c'est des gens qui vous disent c'est des méchants, qui a une énorme croissance des dividendes, le capitalisme c'est pas beau, qui en même temps ne veulent pas de capitalisation. Et alors qu'en fait les gens, enfin les particuliers, se la font eux-mêmes leur épargne de retraite pour plus tard. Non, mais ce que je disais à Laure Closier, c'est qu'en fait il faudrait plus appeler ça retraite par capitalisation, mais retraite par épargne. Éric Lewin, c'est un sujet qui vous touche pas, vous? Si, ça me touche énormément, parce que je trouve que les politiques sont nuls. Vous vous rappelez, en 2011, il y avait Elsa Fornero en Italie. Les taux d'intérêt à 10 ans étaient à 7%. Qu'est-ce qu'elle avait fait? Elle avait fait une réforme drastique des retraites. On était passé de 60 ans à 67 ans en Italie en l'espace de 10 ans. Nous, on est incapable d'avoir ce genre de politique, parce que les politiques, ils sont très court-termistes. Ils sont nuls. Moi, je suis conseiller municipal d'une toute petite ville des Hauts-de-Seine. Je peux vous dire que quand je vais à l'Assemblée nationale en économie, en finance, et je pense qu'Emmanuel, qui les connaît aussi, me dira la même chose, ils sont totalement nuls. Ils sont absolument pas préoccupés par le problème. On peut pas dire ça, par exemple, Éric Lombard. On peut pas dire que c'est un gars qui est nul. Il connaît très bien
sur la fiscalité des entreprises, qui dit non, peut-être pas assez d'impôts, vous trouvez qu'il est bon? Non, je dis pas. Non, mais on peut pas dire qu'il connaît pas l'économie, le monde des entreprises. D'accord, mais pourquoi on il a n'avance pas? été patron de Generali, Pourquoi on ne dit pas aux gens, vous mourrez maintenant à 85 ans, vous devez bosser jusqu'à 67 ans? Mais on le dit. Mais on le dit, il personne n'y a aucun politique qui prend ces mesures-là. Dans la prochaine présidentielle. Vous dites de le dire, mais le candidat qui dira en 2027, moi je veux la retraite à 67 ans pour tout le monde pour équilibrer le système, il fera 2,5%, parce que les Français sont dans un espèce d'état-providence. C'est tout. Donc on est incapable de prendre les bonnes décisions en France. Alors, comment on en sort, en fait? C'est au lieu de... Bon, évidemment, on peut dire les politiques, machin, tout ça, ce qui est vrai, mais comment on en sort, Emmanuel Le Chypre? Alors, faut voir aussi comment ça s'est passé dans les pays qui ont réussi à s'en sortir. Quand on voit c'est quoi les meilleurs systèmes de retraite aujourd'hui, grosso modo, c'est des pays qui sont plutôt des petits pays, qui ont en majorité des systèmes mixtes dans lesquels vous avez à la fois de la répartition de la capitalisation. Vous voyez bien que les systèmes qui sont 100% soit l'un soit l'autre, ça marche pas. Prenez la capitalisation, le Chili qui s'y était mis revient un peu dessus, donc des systèmes mixtes. Et non, c'était après. Non, il y a eu Pinochet aussi, non? Et après, c'est les pays dans lesquels l'âge de départ est tard et le taux d'emploi est élevé, sachant que ce qui compte aussi et ce qu'on voit mal et vous êtes tous obsédés, Éric le premier, par cette histoire d'âge légal. N'oubliez jamais qu'il y a des pays où l'âge légal est beaucoup plus élevé qu'en France, mais où la durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein est beaucoup plus faible. Prenez l'Espagne par exemple, vous êtes à 38 ans de cotisation. Donc c'est tout ça qu'il faut arbitrer et puis vous retombez. Moi je pense que l'obstacle majeur, et c'est ça pour moi le nœud de tous nos problèmes, c'est vraiment ce rapport au travail, c'est-à-dire cette idée que on peut s'en sortir finalement sans travailler. Globalement sans travailler. On subit sur la difficulté à réformer les retraites, cette culture de l'oisiveté finalement. Alors, on travaille 666 heures en France en moyenne contre 770 dans la zone euro. Ouais, mais c'est à cause de vous, ça vous tire la moyenne par le bas. Non, moi je travaille beaucoup, je suis les marchés à 24. Bon, alors je voulais signaler aux gens qui ne nous regardent pas mais qui nous écoutent que Emmanuel Le Chypre pour la deuxième fois a des notes. Et que la première fois que vous aviez des notes, Emmanuel Le Chypre, c'était des recettes de cuisine. Ça m'arrive. Donc là, vous avez des notes. Et là, est-ce que c'est des recettes de cuisine ou non? Non, mais on peut. Moi, je veux bien raconter ma vie aux gens. C'est-à-dire que moi, je rentre chez moi après il faut que l'émission directement, sans passer par mon bureau. Et avant l'émission, j'imprime quelques recettes de cuisine qui peuvent m'être utiles. Tu fais ça tout le temps. Voilà, il faut le dire. Allez, on passe à la question macro. La course au réarmement va-t-elle éviter la récession en Europe? Trump a obtenu ce qu'il voulait. On a beau dire sur ce gars-là, pour l'instant, il déroule son plan. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le détestent. Il s'arrête au fait qu'il soit... Il déroule son plan. Il déroule son plan. Attendez. Ok, on s'arrête 2 secondes. Est-ce qu'il voulait que tous les pays de l'OTAN... Non mais il déroule son plan, c'est son seul succès. Non, il voulait dévaluer le dollar. Le dollar a perdu 10%. Il veut faire baisser les prix du pétrole. Il est en train de ramener le calme au Moyen-Orient. Mais non, pourquoi on dépasse pas le il est nul? Mais pourquoi vous êtes si pro-Trump? Même Alain par téléphone, il me dit j'en peux plus de Marc, il est trop pro-Trump. Non, mais je vais vous dire une chose. Ça revient au débat qu'on a eu avant. Je suis pro courage politique quel qu'il soit, c'est-à-dire prendre des mesures. Non. C'est-à-dire que après on peut critiquer les mesures. Moi je suis pas pour ce qu'il fait, je suis pas pour le personnage que je ne supporte pas, mais le fait de bouger, c'est-à-dire le fait on dit les droits de l'homme, c'est nul, l'OTAN c'est nul. Et on y va à la pitou. Sur le plan déjà je pense que et c'est ça qui est très troublant quand on parle de Trump, parce que c'est comme beaucoup de populistes, il a des idées, il veut combattre certaines choses et on peut pas lui donner tort. Ce qu'a fait la Chine, le déficit commercial, ces choses-là, c'est très vrai. Après, son plan, il est totalement modulable, il aura toujours raison. Parce que le dollar, il baisse. Il voulait le faire baisser. Non, il l'a dit, ça. Non, mais il l'a dit. Mais au contrario. Non. Ouais, mais Marc, il baisse parce que vous êtes défiant sur les US. C'est pas la question. Attendez, après, et le pétrole, c'est génial, parce que, en fait, l'histoire du baby drill, c'était avec un pétrole élevé. Et en même temps, il fallait que le pétrole. Maintenant, il a toujours dit qu'il voulait le pétrole plus bas pour donner du pouvoir d'achat aux ménages. Ça, c'est vrai. Non, mais il dit le pétrole doit être bas pour ses électeurs et pour les gens du business qui l'ont financé toute sa campagne, il fallait que le pétrole soit sur des niveaux plus élevés. Ouais, mais non, on s'en fout pas parce que tout est comme ça. Son budget, c'est pareil. D'accord. Restons sur l'OTAN. Ouais. Est-ce que ça peut, ma question, c'est simple. Est-ce que ça peut relancer, nous permettre de sortir d'une récession annoncée en Europe? Il faut être clair que le continent qui peut remercier Trump aujourd'hui, c'est l'Europe. C'est-à-dire que Donald Trump fait plus pour
le sursaut de l'Europe que n'importe quel président de la Commission européenne depuis la création de l'euro, on va dire. Et c'est vrai que ce qu'il est en train de faire sur la défense, l'OTAN, c'est sa seule victoire. Mais c'est vrai que pour l'Europe, cette prise de conscience qu'on ne va pas pouvoir toujours compter sur les États-Unis, que effectivement, il va falloir relancer notre industrie de défense. Oui, c'est quand même, je veux dire, ce qu'il a fait pour les Européens, c'est incroyable. Mais il va faire beaucoup de mal à l'économie américaine, mais il va faire beaucoup de bien à l'économie européenne. Vous êtes économiste aujourd'hui, ça peut nous faire gagner combien de pourcents au niveau de la zone euro? Parlons chiffres, vous êtes un homme de chiffres. Aujourd'hui, le fait d'avoir ce plan de relance par le réarmement, alors je sais qu'il va falloir beaucoup de temps, il va falloir que ça infuse, que ça ne se fera pas au bout de l'année prochaine, mais on sait que ça aura un impact gigantesque sur l'Allemagne. On parle de combien de points c'est 0,5, 0,6%? En fait, il y a deux aspects. Il y a l'aspect mécanique, on va dire, c'est-à-dire qu'en gros, si vous montez jusqu'à 5%, etc., du PIB en moyenne, ça vous fait 0,5 à 0,6 points de dépenses militaires en plus chaque année. Ça, c'est le côté comptable. Mais après, la dynamique économique que ça va entraîner va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre de la capacité, par exemple, à se regrouper entre pays européens, parce qu'on a quasiment tous les métiers de la défense qui existent en Europe. Mais est-ce que de toutes ces armées bonsaï qui avaient abouti à des industries militaires un peu bonsaï, est-ce qu'on va être capable de créer des synergies, de faire des géants européens, etc. Est-ce qu'on va être capable de dégager de la productivité, de l'efficacité? Est-ce qu'on va être capable de travailler ensemble sur des projets? En gros, est-ce qu'à partir de ces sommes, on sait aujourd'hui mécaniquement combien ça représente, 1,5 point de PIB, quel va être l'effet multiplicateur de ce demi-point de PIB? Mais déjà, un demi-point de PIB, aujourd'hui l'incertitude. C'est déjà pas mal, Valentine. Pour moi, pour voir l'impact de l'économie, il y a deux questions qu'on doit se poser. Comment elle dépense? Valentine. Comment on le finance? Comment on le dépense? Parce qu'on voit. C'est bien dit ça. C'est bien, merci. Comment on le dépense? Parce qu'on voit les dépenses militaires avec l'Ukraine ont augmenté de 30%. Depuis qu'on est la Russie a attaqué l'Ukraine, mais l'essentiel des achats militaires effectués par l'Union européenne ont été faits hors de l'Union européenne, à 80%, et essentiellement aux États-Unis. Donc déjà, pour que ça ait un impact important sur notre croissance, il faut déjà que nos dépenses militaires soient sur des produits faits en Europe. Et après, comme vous venez juste de le mentionner, ce qui est aussi important, c'est qu'il y ait plus de coordination entre les différents pays européens. Parce que jusqu'à présent, chaque pays européen a sa propre politique d'achat, réglementation, règles de conformité, ce qui limite complètement les synergies entre les différents pays. Pour la croissance européenne, on peut dire ça quand même. Ça reste une bonne nouvelle si les achats sont faits au niveau européen. Après, le deuxième point qui est important, et ça, il ne faut pas l'oublier, c'est comment est-ce qu'on le finance. Parce que ça c'est la grande question. Vous l'avez oublié, vous êtes non, pas du tout. J'ai dit comment est-ce qu'on le dépense. Donc j'ai dit faut acheter des produits européens. Et après, comment est-ce qu'on le finance? Le problème, c'est que si on passe de 1,9 à 3,5 points de PIB, c'est plus de 150 milliards. Si on rajoute à ça les 50 milliards du plan d'infrastructure allemand, ça fait 300 milliards. 250 plus 50. Jusqu'à là, on suit un petit peu. Les besoins qui comptent sur les doigts pour les gens qui sont à la radio. Les besoins de financement, net de financement de la zone euro cette année ont tourné autour de 400 milliards. Ça veut dire qu'au cours des prochaines années, les besoins de financement en Europe vont augmenter de façon extrêmement significative. Ce qui veut dire, déjà, pour les pays comme l'Allemagne, il n'y a pas de sujet. Parce qu'ils ont la marge de manœuvre budgétaire pour dépenser plus sur la défense. Ça va être plus compliqué pour des pays comme la France ou l'Italie. Ça veut dire qu'une partie de ces dépenses qu'on va faire sur la défense ça va être des dépenses qui vont manquer sur d'autres secteurs, comme l'éducation, les infrastructures, etc. Réallocation. Ça veut dire aussi des pressions sur les taux longs. Donc, pour que ces suppléments de dépenses n'aient pas un impact trop négatif sur la croissance, pour moi, il y a trois choses. Non, c'est pas possible. Non, si, allez, on passe. Non, il faut. Et moi, je ne peux pas parler des milliards. Je ne peux pas parler des boîtes d'armement qui ont explosé en bourse grâce à Trump. Au niveau, pour moi, les financements soient faits au parti au niveau de la BCE. Et surtout, ce qui est plus important, c'est que des financements au niveau soutien de la BCE, des financements au niveau européen, et il faut aussi que ces dépenses soient faites énormément au niveau du R&D. C'est pas possible de laisser un tunnel. La recherche et développement, ça va être. La recherche et développement, est-ce que je peux parler en micro-écho? Ce qui s'est passé quand même, c'est que merci Trump, parce que toutes les valeurs de la défense ont explosé. Dassault Aviation, Thales, Rheinmetall, plus 220%, Hensoldt, plus 180%. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, moi, ce que j'ai peur, c'est quand même 40% des exportations mondiales d'armement. C'est les États-Unis, et il faut être sûr que l'Europe va acheter américain, parce qu'on a vu que dernièrement, la Pologne a quand même acheté américain. Ce qui n'est pas une bonne chose. Allez, on passe tout de suite. Non, parce que je vous entends sur le chiffre de la semaine. L'histoire, c'est que les pays achètent leurs armes. C'est à cause de Valentine.
Valentine, Marc, vous n'osez pas le contredire. Non, mais... National. 90% des armements français sont fabriqués en France, 70% des armements italiens sont fabriqués en Italie. Voilà, et donc il y a vraiment cet enjeu de rationalisation. Bon. Allez, on passe tout de suite au chiffre de la semaine, parce qu'il me tient à cœur, évidemment. 114%, c'est la dette qui continue à galoper, 40 milliards de plus en 3 mois. Près de 1100 milliards de plus depuis 2017, je n'ai pas choisi cette date par hasard. 114% du PIB à fin mars. Aujourd'hui, on doit déjà dépasser les 115%. Vous êtes une spécialiste de taux, Valentine, essayez de faire court. Pourquoi des spécialistes de taux comme vous, des investisseurs de taux, ne sanctionnez pas la dette française? C'est-à-dire pourquoi on continue avec une dette qui est colossale à bénéficier d'une impunité totale? Alors pour l'instant, on est dans un environnement, les small cap performent. Donc, mais quel rapport? Non, ce qui veut dire, c'est qu'on est dans un environnement... Elle est sympa avec moi, Marc, au moins il y a quelqu'un de sympa. On est dans un environnement pour l'instant qui reste favorable et qui est toujours en recherche de rendement. D'accord, mais vous faites langage diplomatique. Pourquoi des gens comme vous n'attaquez pas la dette française? Mais parce que pour l'instant, la dette française, il n'y a pas un sujet, c'est un sujet de moyen terme. On n'est absolument pas comme dans un contexte aux États-Unis où il y a 30% de la dette qui arrive à échéance sur les 12 prochains mois. Le sujet de la dette française, c'est un sujet de moyen terme. Ce qui n'empêche pas qu'on puisse avoir des écartements de spread. Si on commence à voir les investisseurs, et ça, c'est pas. En fait. Quelle langue de bois. Non. Bon, allez, Alain Pitou. Non, c'est fini. Langue de bois. Éliminé pour langue de bois. Alain Pitou. Moi, je crois que je vais redonner mon truc tout à l'heure. Enfin, on est dans des gouvernements. Tu parles très franchouillard quand même. Mais on est dans des gouvernements qui succèdent, qui sont tous pro-étatistes, fait de la dépense, avec un discours de gauche. J'ai noté ça justement aux experts plusieurs fois, je les ai entendus, avec le débat qui est non, mais attention, l'État c'est pas comme un ménage. Vous noterez les gens qui disent ça, c'est vraiment la gauche. Comme une entreprise. Ça me rend fou. Parce qu'en fait, l'idée c'est que on peut dépenser, parce que vous comprenez, c'est pas pareil, on fera jamais faillite, un État traversera les temps. Oui, bien sûr, mais le problème, et d'ailleurs, on reprend l'histoire de la dette, de la retraite, c'est pareil, c'est-à-dire que les gens savent très bien que ça va finir par un mur ou par une crise. Donc ils mettent de l'argent de côté en se disant, à un moment donné, je vais devoir payer des impôts pour financer toute cette gabegie, et ça va finir comme ça. Tout le monde le sait pertinemment. Emmanuel, le chip. Je crois on peut pas dire non plus que l'État, c'est que ça fonctionne comme un ménage. Bien sûr. Non, comme une entreprise ou un ménage. On peut gérer le budget de l'État comme celui d'une entreprise. La réalité, c'est que à l'État, ça n'empêche pas la rigueur quand même. La mission, et il est le seul à pouvoir le faire, de réaliser des grands investissements d'infrastructures qui après vont générer de la croissance, etc. Là, on parle de dépenses. Non, mais le sujet c'est ça. Il n'y a aucun niveau de dépenses publiques qui est disqualifié par la théorie économique. Aucun. C'est-à-dire que ce soit l'État qui dépense ou que ce soit le secteur privé, ce qui compte, c'est l'efficacité de cette dépense. C'est un choix de société. Il y a des pays. Non, mais c'est bien le sujet dont on parle. Mais non. C'est pas le niveau de dépense, encore une fois. Et on pourrait être très endetté si on avait de la dette qui finance de l'investissement. Le problème, c'est qu'on n'a pas on a de la dette qui ne finance que de la protection sociale. C'est comme la décentralisation. C'est ce qu'on dit, Emmanuel Le Chip. Oui, mais la dette, il y a des pays qui ont une dette élevée. Mais évidemment, mais là, aujourd'hui, notre dette ne produit rien. Mais la réalité... Il n'y a aucun impact sur les marchés, Marc. La réalité, c'est que le scénario... La réalité, c'est que le scénario le plus probable, c'est pas un scénario de crise majeure, ne serait-ce que parce qu'il y a la protection de l'Europe, etc. Le scénario le plus probable et le plus désolant, c'est le nœud coulissant. Oui, c'est ça, c'est une espèce d'asphyxie progressive. Scénario qu'a connu l'Italie pendant des années, où vous aviez une espèce une croissance qui n'arrivait pas à monter, des déficits publics qui n'arrivaient pas à être réduits malgré les efforts de réduction, et une dette qui ne diminue pas, de cette espèce de scénario d'appauvrissement progressif. Et moi, je crois plutôt malheureusement à ce scénario-là qu'au scénario de la grave crise, du grand soir, etc. Mais dernière adjudication d'OAT, 6,7 milliards proposé un 10 ans à 3,20% sur 2035, 22 milliards de demandes. Franchement, les caisses de retraite des États-Unis, du monde entier achètent de la dette française. Pourquoi alors? Pourquoi? Expliquez aux gens qui nous écoutent. Parce que c'est une dette profonde, parce que c'est une dette ultra liquide, et qu'on sait que la France est un État qui est capable de lever de l'impôt et qui est un État solide. Donc il n'y a pas de crise sur la dette. Attends, Eric, on va voir quand même quand les Allemands vont commencer à lever de l'argent. On reste toujours sur un 3,24. Quand on était à 100% de PIB, de dette publique, tout le monde disait il y a une crise sur la dette. Il ne se passe strictement rien sur l'OAT. Parce qu'on continue à acheter de l'OAT. Les caisses de retraite du monde entier achètent de l'OAT française. Allez, le dernier mot pour Valentine qui va essayer de se racheter après sa langue de bois. Ce
qu'il faut vraiment retenir pour moi, c'est que c'est pas un sujet juste France, c'est un sujet global. Non, c'est pas pour moi, c'est un sujet global où on voit qu'il y a quand même les besoins de financement dans toutes les économies développées qui sont en train de monter parce qu'il y a un vieillissement de la population et une augmentation des dépenses sur la défense. D'accord, mais nous on fait pire. Non, Depuis le Covid, qu'est-ce qu'on voit? Et pour moi, ça c'est vraiment un point qui est très structurant pour l'environnement. On voit une accélération de l'endettement des États. C'est un problème de dette des États aujourd'hui. Et c'est pas juste un sujet français. Les besoins de financement des États dans le monde, globalement, sont en train de monter. D'accord. Alors qu'il y aura c'est pour ça que tout le monde achète de l'or. Et on voit aujourd'hui les taux longs qui remontent. Et donc on peut pas dire qu'aujourd'hui il n'y ait pas d'impact sur les marchés. Les taux longs là, Valentine, ils ont baissé même aux États-Unis. On est revenu à 4,30 sur le 10 ans américain. Par rapport au début d'année. Oui, mais par rapport, on est globalement sur un an, le 10 ans français est stable. Regarde plutôt sur les parties très longues, on voit toutes les. Elle a de réponse à tout. Hein. Oui, parce que. Non, mais on voit les taux monter. Historiquement, on est sur des niveaux bas. Non, on voit. Et c'est pour ça qu'on achète de l'or massivement. Voilà. Allez, on se retrouve en deuxième partie de l'émission pour parler de la bourse qui, elle, se fout complètement de la dette française, se fout de Donald Trump au contraire et continue à monter. Quelle allocation d'actifs? C'est Alain Pitou qui va nous faire ça. Quel placement privilégié? Le top ou le flop de la semaine, le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre. BFM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve en deuxième partie de l'émission après une première partie agitée dans laquelle on a eu de tout. On a eu un peu de café du commerce, on a eu beaucoup de langue de bois, je vise personne. Oui, non, la dette française est formidable, c'est un problème général. Je cite Valentine Hénouz. Allez, on va parler de la bourse dans ce contexte, des questions d'argent, et on commence déjà tout de suite par les marchés. Alors les marchés cette semaine, bon, en Europe, il s'est pas passé grand-chose. Par contre, aux États-Unis, on a eu un bon rebond. Alors évidemment, tout le monde a parlé de Nvidia qui avait décroché pendant quelques mois, qui a retrouvé son niveau historique. On a depuis le début de l'année un CAC 40 qui est pas mal, 2,4% de hausse depuis le début de l'année. C'est cata, oui. C'est cata par rapport aux autres indices européens. Allez-y. Non, mais par rapport aux autres indices européens, ce qu'il faut dire, c'est que notre problématique... N'hésitez pas à m'interrompre, c'est bien. Non, mais là-dessus, je vous interromps. Parce que je prends la parole. Non, mais allez-y. Donc, en fait, la problématique, c'est que le CAC 40, c'est du luxe. Or, le luxe ne marche pas depuis le début de l'année. C'est pour ça qu'on fait plus 2. En Allemagne, qu'est-ce qui a soutenu l'Allemagne? C'est SAP et Siemens qui se sont envolés. Et l'Italie et l'Espagne, énorme pondération bancaire. C'est pour ça qu'on a du plus 18 sur l'IBEX et du plus 20 sur le MIB. Donc, le CAC 40 est très en retard et on peut penser qu'avec Donald Trump qui s'agit sur les droits de douane, ça fera peut-être du bien et aux spirituaux et au luxe, et que le CAC rattrapera une partie de son retard sur le second semestre. Bon, à noter quand même, le CAC 40, le S&P 500, le Nasdaq qui continue à performer. On avait un début d'année qui était assez mauvais. On est en hausse quand même de quasiment 5%, donc c'est reparti. C'est reparti justement, Eric Lewin. C'est reparti. Qu'est-ce que vous pensez de la bourse, vous, globalement? Moi, je suis plutôt positif sur la bourse de Paris. Pourquoi c'est reparti? Parce que je pense que Trump aseptise son discours par rapport à ce qu'il disait avant. Finalement, on se rend compte que les droits de douane, il y a eu des déclarations ce vendredi matin en disant que finalement le 9 juillet c'est peut-être pas une date butoir. Puis sur les terres rares avec la Chine, on s'entend. On se rend compte également que du côté des banques centrales, la BCE elle va encore peut-être un petit peu baisser de 25-50 points de base, mais qu'aux États-Unis, alors qu'on pensait qu'il y aurait plus de baisse des taux, finalement Powell a mis un peu d'eau dans son vin. Je crois que c'était devant la Chambre des représentants cette semaine, et on se dit qu'il y aura peut-être encore 2 baisses des taux. Les rendements à 10 ans ça rapporte pas grand-chose, donc there is no alternative. Et puis donc je considère que les actions restent quand même un placement très intéressant, notamment sur la bourse de Paris. Je pense qu'elle est quand même très en retard, et que pour peu que la Chine fasse quelques mesures de relance et qu'il n'y ait plus vraiment de droits de douane, je pense que le luxe va tirer tout ça, parce que le luxe est quand même à son plancher. Je vous rappelle quand même que parmi les 3 plus fortes baisses du CAC depuis le début de l'année, il y a LVMH et Kering qui doivent perdre entre 20 et 25%. Donc pour peu que ça aille mieux de ce côté-là, je pense qu'on a un bon second semestre pour le CAC 40. Alors il faut rappeler ce que rappellent pas mal d'invités chaque semaine, que c'est l'arbre qui cache la forêt quand même, puisque les indices américains sont en hausse, mais le dollar a perdu quasiment 10%. C'est-à-dire que si on est investisseur européen aux États-Unis, on s'est pris une claque. Juste sur la bourse, avant que vous rentriez dans votre discours sur les allocations, qu'est-ce que... Moi, je suis un peu moins optimiste que ça. Alors, il y a vraiment 2 marchés, quoi. Et on le voit vraiment nettement maintenant aux États-Unis. C'est un marché de la croissance visible sur tout un tas de thèmes qui finissent par faire une hausse globale de marché, parce que quand on accumule tous les thèmes, ça finit par être pas mal. Bon, il y avait l'IA qui a beaucoup tiré, le quantique, le nucléaire, la défense, etc. Donc, c'est un risque de dire ça. Eric aussi, il a beaucoup tiré. Non, tirer le marché des small caps. C'est pas possible de dire un truc pareil. Tirer le marché des small caps. J'ai mes enfants qui me regardent, ça va être terrible. Voilà, donc tirer le marché des small caps.
Manuel. Ça dépasse l'entendement, là. Pour rester concentré, c'est pas facile, les gars, hein, quand même. Hein. Donc cette croissance qui reprend complètement le marché, et ça nous fait une bascule de nouveau depuis quelques jours. On a ça, on l'a vu. C'est une langue de bois, là. Hein. Non, il est bon. Il est bon. Pas du tout. Non, là-dessus, il est bon. Bah, tu regardes. Sur la tenue, il est. Non, la cravate, c'est bien. C'est pas Charvet, mais elle est bien quand même. Mais c'est bizarre de mettre une cravate sans veste. Allez, on y va. Il faut voir les tennis Alain Pitou, c'est exceptionnel. Allez, Alain. Bon, ce qui s'est passé depuis quelques jours est quand même assez significatif. On a toutes les valeurs de croissance qui ont remonté. Vous parlez d'NVIDIA qui est assez plus haut, mais ça a entraîné tout un tas de valeurs également, hein, tout ce qui est autour de la robotique, etc. Donc, et ça, c'est assez mauvais pour l'Europe. Et moi, je crois que l'indicateur à suivre, c'est le dollar qui a énormément de conséquences sur tout un tas de marchés. On en reparlera après dans l'allocation. Et moi, je pense qu'on va faire un été avec un marché américain qui devrait être à peu près sur ces niveaux, rester stable, à peu près stable, entre moins 5 et plus 5, quelque chose comme ça. C'est pas possible de dire un truc pareil, entre moins 5 et plus 5, c'est pas stable. Bah si, sur 3 mois. Entre moins 5 et plus 5, c'est de la volate quand même. Attends, tu rigoles par rapport à ce qu'on a connu. Et par contre, l'Europe, moi, je la vois plutôt en baisse de 10-15%. Ah bon? Ouais, sur l'été, ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir une rotation de nouveau. Les valeurs que citait Eric, hein, les valeurs de défense qui ont beaucoup monté, sont quand même sur des niveaux qui sont assez difficilement soutenables par rapport à la hausse qu'elles ont déjà faite. Donc je pense qu'on va avoir un petit peu de retracement sur l'Europe, un petit peu d'ajustement, je pense. 10-15%, c'est plus qu'un ajustement. Hein. Bon, non, mais la contre-performance, je vous suis depuis quelques temps. Regardez ce qui s'est passé par rapport au début, par rapport à il y a quelques semaines. On avait l'Europe et la France en particulier qui étaient à 10-12%, avec un marché américain qui était en nette baisse. Ça s'est concentré en quelques mois. Hein. C'est grosso modo, c'est avril à aujourd'hui quand même. Hein. Valentine, juste évidemment un élément déterminant pour les marchés, même si vous n'avez pas bien compris que les taux avaient plutôt baissé depuis quelques mois, mais aujourd'hui, vos anticipations sur les taux d'intérêt chez Amundi, la voix de son maître. Ma voix. La voix des taux. La voix des taux. Alors moi, ce que je vois, et ce que je répète, ce qui est assez important dans l'environnement aujourd'hui, c'est les besoins de financement des États qui sont en train de monter. Donc pour moi, je continue à penser qu'on va avoir des pressions sur les taux longs. Et les taux réels aujourd'hui... Donc vous pensez qu'on va avoir des pressions aux États-Unis, en Europe, même en Europe, avec le risque de récession, avec les baisses de taux C'est une histoire globale. Okay. C'est une histoire globale. Si on regarde les besoins de financement, globalement, de partout, ils augmentent. Pour financer la défense, pour financer le vieillissement, donc pour vous financer dites, la baisse des taux, c'est fini? Pas la baisse des taux courts. Attention, voilà, il faut être plus vigilant. Les taux longs. Et pour moi, les banques centrales vont continuer de baisser leurs taux. On a toujours la BCE qui a une marge de manœuvre pour baisser ses taux. Et il y a une grosse marge de manœuvre de baisse de taux du côté de la Fed. Si on regarde aujourd'hui l'inflation aux États-Unis, le corps ici, on va prendre, est autour de 2. C'est quoi le corps ici? C'est l'indice d'inflation aux États-Unis qui est suivi par la Fed. Est autour de 2,5. Et on a les taux de la Fed qui sont 2% au-dessus à 4,5. Donc Trump a quand même raison de dire que les taux de la Fed restent extrêmement élevés par rapport à la dynamique économique aux États-Unis. Donc il y a une marge de manœuvre aujourd'hui importante pour la Fed pour baisser ses taux. Et ça, c'est un soutien extrêmement important pour les actifs risqués. Et je répète, tant qu'on n'a pas de récession et qu'on a des banques centrales qui baissent leurs taux, ça, c'est un environnement qui reste positif pour les actifs risqués. Emmanuel, sur les taux, aujourd'hui, notamment les taux en Europe, probablement que la BCE va continuer à baisser ses taux, mais est-ce que vous pensez, comme Valentine, que les taux à long terme vont être plombés par nos besoins d'emprunt? Moi, je crois qu'il y a effectivement, globalement, un déséquilibre croissant entre des besoins qui effectivement sont en hausse. Si vous mettez tous les besoins d'infrastructures, quand on vous dit qu'en France pour la haute tension c'est 100 milliards d'euros, que pour la basse tension c'est 100 milliards aussi, que pour les routes, les ponts c'est à 80 à 100 milliards d'euros, quand on vous dit que pour la défense c'est plusieurs points de PIB, etc., le vieillissement, oui, il y a des besoins croissants partout. Le game changer en Europe, moi je pense que ce qui modifie les équilibres, c'est plutôt l'Allemagne. Le fait que l'Allemagne n'ait pas emprunté sur les marchés pendant des années, là il va quand même y avoir une concurrence entre les besoins de financement allemands, les besoins de financement français. Et je sais que vous n'êtes pas d'accord avec cette idée, mais qui est pourtant assez bien documentée, qui est que le vieillissement de la population
aboutit à une raréfaction de l'épargne mondiale. Donc vous avez de plus en plus de besoins de financement à l'échelle mondiale et vous avez une concurrence plus forte pour attirer une épargne, donc un peu moins abondante. Donc oui, forcément, ça fait des taux plus élevés, mais c'est pas pour ça que c'est pas un nouvel équilibre qui va finalement être particulièrement défavorable à la croissance. Il y a un chemin pour tout ça et on sait très bien que la voie quand même la plus performante en matière de courbe des taux pour l'économie, c'est d'avoir une courbe qui est quand même relativement un peu pentue. Pentue, ça veut dire des taux courts avec des taux courts et des plus taux bas que les taux longs, qui reflètent simplement quelque chose qui relève du bon sens, c'est que le temps ça a un coût et que effectivement il y a du risque et de l'incertitude. Donc il est normal. Voilà. Moi je trouve qu'on revient à une forme de quand même de new normal. Allez, on passe tout de suite à l'allocation d'actifs avec notre ami Alain Pitou qui est devenu le spécialiste de l'allocation d'actifs de C'est votre argent. D'ailleurs, vous le mettez sur les réseaux sociaux. Je le mets sur les réseaux, sur mon fil Comment Twitter. les gens peuvent vous suivre en fait là-dessus? Ils vont sur Twitter, ils me suivent Alain Pitou, c'est très simple. D'accord. Et je le mets, vous le mettez à jour d'ailleurs. Et je l'actualise régulièrement. Je trouve ça très bien. Voilà. Alors, je sais que j'écoute aussi régulièrement votre émission et généralement les allocataires. C'est pas possible le faillotage complet dans cette émission. Non, mais j'écoute régulièrement. C'est pas vrai du tout. J'écoute les autres. Mais si, j'écoute les autres, ça m'intéresse. Lui, il écoute les autres. Voilà. Allez Alain. Voilà. Et ils sont plutôt positifs sur les actions. Moi, j'ai du mal vraiment à être positif. L'allocation actuelle est à 15% en actions Europe-US, pas ailleurs. 15% seulement. Pas beaucoup. 10% sur l'or, 5% sur l'argent, 40% sur le franc suisse et 30% sur les emprunts d'État. Tout sur le franc suisse, quoi. Et j'attends un retracement. Et là, en fait, mon portefeuille, il se compare à un portefeuille mondial. Sur le franc il se compare, 10%. Oui, mais il se compare à un portefeuille mondial. Oui, et en fait, le portefeuille mondial, il est investi en dollars. Et donc, attendez, les gens qui nous écoutent quand même, ils se disent 40% sur le franc suisse, comment on fait pour avoir 40% de il achète des turbocalls, lui. Non, mais il y a des ETF. Non, mais comment il y a des ETF très simples, investis sur les obligations courtes suisses. Donc, vous achetez sur des ETF comme ça, c'est très simple. D'accord, ça c'est accessible pour les particuliers. Ça rapporte rien. Mais quand tu vas voir que si ça se met à tanguer un petit peu, c'est que ça rapporte combien de Non, mais il joue. Mais le 10 en Suisse. Non, mais il joue la monnaie. Bien sûr, mais le 10 ans, ça rapporte rien. Depuis le début de l'année, le franc suisse, il a performé plus de 10% par rapport au dollar. Mais le scénario, il est assez noir derrière cette allocation. Il est assez négatif, bien sûr, oui, tout à fait. Oui. Alors après, je le pondère un petit peu depuis quelques temps, en revenant un petit peu sur les États-Unis, parce que le dollar a quand même déjà bien baissé, donc retour sur les États-Unis, et un peu d'émergents, un peu d'Inde aujourd'hui, parce qu'en fait, on est sur des niveaux de valorisation qui sont extrêmement bas par rapport à l'histoire, et je laisse le reste inchangé, donc je pompe un petit peu sur le franc suisse, et un point sur l'or et sur l'argent. 10% d'or, c'est énorme. Hein. Oui, c'est énorme, enfin c'est un placement d'attente. 20% d'argent? Non, 5%. C'est beaucoup, 5% d'argent. Et comment on achète de l'argent? Pareil, des ETF qui sont cotés qui répliquent exactement ce qui qui se passe sur l'argent. Voilà. C'est dingue, hein? Non, Emmanuel? Ça vous intéresse? Il vient de passer un ordre. Non, je pensais pas que Alain Moi aussi, je pensais pas. Si sombre. C'est ça, c'est un scénario. Si prudent. C'est très prudent. Mais regarde, depuis le début de l'année, il est très prudent, Alain, mais c'est ce qui a fait sa fortune, d'ailleurs. Alors, attendez, donc, on va poser la question parce qu'on connaît la réponse. Quelle place? Alors, ce serait pas les small cap. Eric Lewin, je vais lui poser la question. Ça fait 20 ans que je pose la même question et qu'il répond la même. Quel placement privilégié, Eric Lewin, cette semaine? L'or. Mais non, mais attendez. Non, mais c'est une philosophie. Ça gagne 22,5% depuis le début d'année, les small caps. Sur 5 ans. Les performances sont spectaculaires. Pourquoi voulez-vous que je change à la baisse aussi, c'était spectaculaire. Mais pourquoi voulez-vous que je change mon fusil d'épaule alors que les OPA ont apporté des prix moyens de 45%? Ça a été le meilleur là-dessus. Qu'il y a encore une décote de 30% par rapport au non-coté, qu'il y a encore une décote de 30% par rapport au CAC 40 en termes de valorisation, qu'avec la baisse des taux, quand on sait que 45% des emprunts des PME sont à taux variables, ça leur profite. Pourquoi voulez-vous que je fasse le mariole et que je vous dise non, il ne faut plus être sur les small caps? Par contre, ce que je pense, c'est que l'écart qu'on a, je vais parler comme Alain Pitous très posément, l'écart qu'on a entre le CAC Small plus 23 et le CAC 40 plus 3 va se réduire. C'est-à-dire que je pense que le CAC 40 va rattraper une partie de son retard. Mais je reste toujours positif sur le CAC Small, ayant en tête également des opérations financières qui pourraient avoir lieu au cours du second semestre. Donnez des noms. Je les donnerai dans le portefeuille, cher Marc. Allez, on passe tout de suite au top, au flop de la semaine. On connaît le top d'Eric Lewin. Valentine Hénouz. Alors moi, je vais avoir un beau top pour cette fin de saison. C'est la dette française. Non.
C'est les taux longs. Ce sont l'activité très forte qu'on a sur les marchés de la dette d'entreprise. C'est quand même important de noter que malgré le Liberation Day où il y a eu un arrêt des volumes d'émissions sur la dette d'entreprise, on a une reprise après très très rapide. Et globalement, pour moi, ce qu'il faut retenir, et c'est quand même quelque chose d'assez positif pour le scénario, c'est que les entreprises qui ont accès au marché du crédit se financent extrêmement facilement et n'ont pas de problème de financement, ont pu échelonner leurs échéances de dette. Donc il n'y a vraiment aucun sujet sur ce côté-là. Et là, vous parlez Europe, États-Unis, partout. Europe, États-Unis. Donc toutes les entreprises, quel que soit le rating, quel que soit le secteur, ont vraiment eu accès ces derniers trimestres à des financements. Mais alors c'est un peu contradictoire avec ce qu'on disait tout à l'heure, la concurrence avec la dette des États qui vont emprunter de plus en plus, ça devrait rendre l'emprunt des entreprises plus difficile, non ? Pour l'instant, il y a une demande qui est très forte et surtout les investisseurs sur tous ces marchés de la dette, il y a eu des flux très très positifs parce qu'ils veulent capter de rendement avant que les banques centrales ne continuent de baisser ces taux. Et donc ça, ce qui est quelque chose, donc c'est positif, je dirais, pour les entreprises, mais c'est aussi positif pour le scénario économique parce qu'on a aujourd'hui, on a un tissu d'entreprises dont les fondamentaux sont solides. Alain Pitou, top ou flop ? Alors, un double top sur la Chine et le Texas, en fait, qui investissent massivement sur le solaire et qui ont du coup des prix de production d'électricité extrêmement bas. La Chine, c'est 7 euros du mégawattheure. On est aux États-Unis, on est à 2 euros sur le Texas, donc ils ont vraiment pris un coup d'avance. Et en Europe, on est à 20, donc on est sur des niveaux qui sont 3 fois plus. En Espagne, ils sont très bas, non ? Ils sont à 20 aussi ? Alors sur le solaire, je ne sais pas en Espagne, donc il ne faudra pas venir dans 5 ans se pleurer en disant tiens, on n'a pas vu que l'énergie avait changé la face du monde à ce point-là, parce que les Chinois ont pris de l'avance et même les Américains qu'on pensait, le Texas, on pensait vraiment que c'était voué au pétrole. En fait, ils ont pris un coup d'avance et c'est très pénalisant, je trouve, à terme pour l'Europe et en particulier quand on parle de réindustrialisation. Avec ces prix d'électricité, ça ne va pas être simple. Éric Lewin, top ou flop ? Flop, Trump, la folie autour du patron de la Fed. Vous savez que Powell doit partir en mai 2026. Il y a eu des rumeurs cette semaine comme quoi il pourrait nommer dès le mois de septembre, alors qu'habituellement c'est 4 mois avant, c'est-à-dire en janvier. Donnez le nom du prochain. Successeur. Nommer le successeur Alors ça sera pas mal pas sensible la Banque mondiale parce qu'il n'est pas télégénique. Donc bon, c'est un argument intéressant. Mais ça a quand même fait un peu dérailler le dollar, le dollar cette semaine, puisque l'euro, c'est à cause de ça qu'il s'est retrouvé à 1,1750. J'espère de tout cœur, et il y a d'autres personnes comme moi qui pensent, comme le fameux Druckenmiller aux États-Unis, le fameux gérant de Hedge qui a dit que c'était une folie de faire ça. J'espère de tout cœur que Trump ne fera rien contre Powell, qu'il laissera mener sa politique jusqu'au bout, parce que sinon je pense qu'on peut avoir des graves dangers sur l'économie américaine. Depuis cette annonce, les taux longs américains ont quand même un peu baissé. Un peu baissé, c'est passé de 4,40 à 4,30, mais l'euro est surtout passé de 1,16 à 1,1750. Alors bon, sauf que c'est aussi l'objectif de Donald Trump, on le rappelle. Oui, mais enfin, je pense que si vraiment il faisait... S'il arrive à faire baisser le dollar et baisser les taux d'intérêt à long terme, c'est une bonne manœuvre. Écoutez, s'il disait qu'il nomme Scott Bessent, qui est le seul mec à peu près intelligent dans son administration, je pense que ça pourrait être pas trop mal. Maintenant, il y a d'autres candidats qui sont un peu farfelus, et donc il faut quand même faire très attention à ce que va faire Trump au sujet de Powell et de la Fed. Emmanuel Le Chip, top ou flop ? Eh bien, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que c'est un record. Et prenez-le comme vous voulez. Est-ce que c'est un flop ? Est-ce que c'est un top ? C'est le taux d'épargne des Français qui atteint un niveau historique depuis 1979. Jamais hors période Covid. Autant épargné hors période Covid, bien évidemment. Et alors, ce qui m'a intéressé, c'est de me dire, bon, alors on avance souvent plein d'arguments, mais qui sont pas valables, parce que ça vaut aussi pour les autres pays. Quand on parle, oui, les incertitudes géopolitiques, mais enfin, les incertitudes géopolitiques, tout le monde les a. Les taux d'intérêt, c'est quand même souvent un peu les mêmes pour tout le monde. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qui est spécifiquement français ? Et quand vous creusez un peu, vous vous dites quoi ? Il y a un pessimisme global qui est spécifiquement français. Il y a une culture du risque plus faible en France qu'ailleurs. Il y a un système de protection sociale plus généreux qui fait qu'il y a moins d'inégalités. Vous avez quand même 43% des Français qui mettent de l'argent de côté tous les mois, ce qui est plus que dans beaucoup d'autres pays. Il y a une défiance vis-à-vis de l'État. Vous avez effectivement les incertitudes fiscales qui sont plus élevées qu'ailleurs aujourd'hui. Vous avez en France, et ça c'est culturel, même si le taux de chômage a baissé, une crainte du chômage qui est plus élevée qu'ailleurs, parce qu'en France, vous avez moins de risques d'être au chômage qu'ailleurs, mais quand vous y êtes, vous y restez plus longtemps qu'ailleurs. Et puis il y a quand même le fait que qui épargne massivement aujourd'hui, c'est quand même les retraités.
Et les retraités, ils vivent plutôt mieux en France qu'ailleurs aussi. Donc voilà toutes les raisons pour lesquelles je pense que l'épargne est un peu plus élevée en France. C'est pas des bonnes raisons, malheureusement. Allez, on passe tout de suite au top 3. Vous allez voir, il y a des chiffres assez spectaculaires. On salue notre ami Sébastien Lallevée, qui est quasiment à 32% depuis le début de l'année. Une belle performance. Stéphanie Mauger, qui reste sur le podium avec 24%. Et William Higgins, qui est jamais très loin du podium avec 21%. Et maintenant, je vais me tourner vers nos deux compères, Alain Pitou. Par qui je commence là ? Qui est-ce qui a envie d'y aller ? Allez, Eric Lewin. Allez. Je me tourne vers vous. Mais j'aimerais bien qu'on sache quand même combien les gérants ont de valeur en portefeuille. Non, mais alors, parce que je suis sûr qu'il y en a qui en a. Non, alors je vais vous dire une chose. Plus vous êtes invité, moins vous avez de chances d'être en tête. Alors, ok, Sébastien Lallevée, c'est celui qui a le plus de valeur dans le portefeuille. Et William Higgins, c'est celui qui a le moins de valeur dans le portefeuille. Donc ça, c'est un argument qui a été avancé par plein de choses. Et ça, c'est les jaloux. Aucune corrélation. Maintenant, Sébastien Lallevée, j'ai 4 pages dans son portefeuille. Non, mais c'est les jaloux comme moi qui disent ça. Eric Lewin, vous avez du Dassault Systèmes, bravo. C'était très bien. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous foutez de moi, c'est au plus bas. Non. C'est au plus bas Dassault Systèmes, c'est la pire. Mais non, mais depuis le début de l'année, on est à 30%. Ah non, moins 9,9. Non, c'est une catastrophe. On garde. Valorec. On joue l'OPA. C'est une catastrophe, on garde. On garde. EPC Group. On garde. Compagnie de l'OD, donc ça c'est la Galaxie Bolloré. On garde. Cogelec, on vend. Combien on doit gagner 20-25% là-dessus, non ? Ouais. On vend. Moi, je voyais une OPA à 25, ça vaut autour de 25-26, donc je pense que le deal est fait. Bastide, le confort. On garde. Ça a bien marché aussi. On garde. Ouais. Et iPay. On garde. Là aussi, vous pensez qu'il y aura une offre ? Je pense qu'il va y avoir une offre. Il y a 2 actionnaires qui ont 30%, ça va finir comme ça. Et on achète une des sociétés préférées d'Alain Pitous, Pierre et Vacances, connu pour notamment sa marque Center Parks. Vous savez qu'il va faire du vélo là-bas, mon cher Alain. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une recapitalisation massive il y a 1 an et demi de 800 millions d'euros. Il y a eu 4 fonds qui sont rentrés dans le capital, mais les 4 fonds ne s'entendent pas du tout, mais alors pas du tout entre eux. Et je pense que sur ce dossier, d'autant plus qu'il y a des actifs intéressants, j'ai pas cité Maeva, j'ai pas cité Adagio, je pense qu'il peut y avoir à tout moment une opération financière sur le capital. Ça fait 2 milliards de chiffre d'affaires, il y a une marge opérationnelle de 6, ça vaut 13 fois les bénéfices. En VS sur ROC, valeur d'entreprise rapportée aux résultats opérationnels courants, on est à 6 fois. Donc moi, je vise entre 2,20 et 2,40 sur le titre. Un titre qui vaut 1,70. Alors qui peut racheter ça ? Un gros fonds de private equity qui met tout le monde d'accord, ou alors un acteur industriel de type Club Med. Ça irait parfaitement avec sa stratégie, même si le Club Med est un petit peu haut de gamme. Sur le haut de gamme. Mais c'est intéressant, il y a quand même des actifs très intéressants. Donc je pense qu'il y a au moins 30% à gagner sur Pierre et Vacances. Vous nous donnez d'autres tuyaux sur les OPA à venir ? Écoutez, je pense que des dossiers dans l'informatique peuvent sortir à tout moment. Du Infotel, du e-tailing notamment. Je pense que ça peut sortir à tout moment. En réalité, du Kérus, il y avait déjà eu une première OPA. Je pense qu'à tout moment, il peut y avoir une deuxième OPA beaucoup plus élevée. À tout moment, il peut y avoir des opérations financières. À noter que cette semaine, il y a eu une IPO, on n'en a pas parlé, Semco Technologies, c'est la première IPO de l'année dans les semi-conducteurs. La seule problématique dans ce dossier, c'est qu'il lève entre 40 et 50, mais c'est ce qu'on appelle du cash out. C'est les dirigeants qui vendent. Donc moi, je préfère qu'on lève de l'argent pour financer la boîte et pas pour prendre des plus-values. Bon, envoyez-moi une musique qui fait peur pour Alain Pitou. Alain Pitou, la France vous regarde. Vous avez du Atlassian. Oui, je vends ça. En fait, les deux boîtes que je vends cette semaine, c'est pour la même raison. En fait, concurrence accrue de gros acteurs. Okay. Et les patrons d'entreprise, alors ça tombe sur ce que vient de dire Eric, c'est les patrons d'entreprise qui vendent des titres en ce moment. Donc, on fait pareil qu'eux, on vend. Voilà. Zscaler a fait 75%. Ouais, je garde ça. Ouais, thématique intéressante. Mais c'est en fait, c'est les thématiques que je cherche. En fait, c'est les thématiques de croissance. J'essaie de me positionner sur les leaders, même si c'est au décollage. Alors, ça prend des risques, hein, évidemment. Mais c'est une manière c'est plus simple à détecter. Alors, il n'y a pas une boîte française là-dedans. Non, je sais. Je regarde beaucoup ce que fait Higgins, par exemple, et c'est totalement autre chose que ce que je peux faire. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple de détecter de la croissance, même si c'est parfois un peu cher. Lui, il fait de la value. Il fait vraiment de la value. Il cherche vraiment des valeurs décotées, et je trouve que c'est extrêmement compliqué. Vous pouvez expliquer la différence entre... En fait, c'est des valeurs qui sont, d'après ses calculs, d'après ses estimations, sous-évaluées par rapport à ce qu'elles devraient être. Et donc, et qui n'ont pas forcément de croissance. Voilà, elles n'ont pas forcément de croissance. C'est le décalage entre la valeur et la valeur estimée. C'est exactement. Voilà. Alors que moi, je joue plutôt des valeurs, vraiment des thématiques de croissance sur des thèmes bien identifiés, avec des valeurs qui sont, ce que j'essaie de choper, c'est des valeurs qui sont vraiment des valeurs leaders et qui ont des marges intéressantes. C'est comme ça que je détecte ça. Vertex, Pharmaceutical, Rocket Lab. Rocket Lab, je garde, ça fait une sacrée perf aussi, ça. GE Vernova. Voilà, ça aussi, là, c'est autour de l'énergie. IonQ. Je garde aussi.
IBM. Alors IBM, c'était à un moment donné où le marché était un peu plus volatile. On garde ou pas? Ouais, je garde. Ils sont sur le quantique et je pense qu'ils vont finir par décoller beaucoup. Intuitive Surgical. Celle-là, je vends. C'est la même raison qu'Atlassian, c'est concurrence accrue et les patrons qui vendent. Novo Nordisk. Alors, mauvais choix pour le moment. J'attends. Ouais, ça n'a pas marché, ça. Ouais. Vistra. Je garde. First Solar. Je garde aussi. Et Visa. Et Visa, alors Visa, ce qui s'est passé, c'est intéressant, c'est ils ont été concurrencés par l'arrivée du stablecoin qui permettent de faire des paiements à travers la planète de manière peu coûteuse. Bah, Visa, ils vont faire la même chose, donc ils vont écrabouiller pas mal de marchés, je pense, à suivre. Qu'est-ce qu'on achète, Alain? Alors on achète deux valeurs. Une première, c'est Dell Technologies, qui est assez connue, qui était leader mondial des PC, qui sont en train de faire une rotation vers l'IA et qui ont fait un accord avec Nvidia. Donc vaut mieux être avec un grand et ça leur permet de décoller. Et par rapport à toutes les autres valeurs qui se payent 40, 50 fois sur ce segment-là, eux ils se payent juste 18 fois. Alors ils font du hard, donc ce qui leur permet, ils font du matériel, ce qui leur permet d'être. Non, ouais. Ça recommence. Non, mais ça recommence. Attendez. Non. Du hard et les mecs qui se mettent à rire. Il fait une réflexion tout à l'heure. On n'a plus 12 ans. C'est lui qui. Non, mais non, je suis pas d'accord. Non, mais sur un en plus, il y a Valentine. Enfin, franchement, c'est hyper gênant. Sur un horizon assez long, je pense que c'est une boîte qui est assez tranquille. Et l'autre, alors là, par contre, celle-là, j'entendais tout à l'heure dans le couloir des gens qui disent qu'ils suivent nos prescriptions. Je pense que celle-là, il faut quand même faire un peu attention. C'est une boîte qui s'appelle Microvast. Alors, c'est des gens qui font des batteries et qui ont une technologie assez particulière. Et alors, l'intérêt qu'ils ont, c'est que ils font tout, c'est-à-dire qu'ils font de la chimie à la mise en œuvre du produit lui-même. Et ils sont sur le véhicule électrique, tout type de véhicule électrique. Et les batteries, par rapport à ce que j'évoquais tout à l'heure sur le solaire, c'est une manière, et on le voit en Californie par exemple. En Californie, le solaire fonctionne à plein pot toute la journée. Et avec les batteries qu'ils sont en train d'implanter partout, ils sont en train de pouvoir gérer ce problème d'intermittence. Et Microvast, alors sur un autre segment complètement, ils sont plutôt sur la mobilité, est un acteur qui, je pense, a de l'avenir. Mais c'est une ultra micro-cap, donc... on achète ou pas? Ah bah oui, on achète, mais il faut avoir... moi, je joue pour la fin d'année pour essayer de gagner le concours. C'est ça? Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera... Elle sera pas exceptionnelle, elle sera spéciale, très spéciale même, puisque ce sera une émission spéciale placement avec les meilleurs spécialistes du sujet. Vous pouvez me poser des questions d'économie ou de placement sur marc@bfmbusiness.fr et je vous répondrai. Surtout, n'oubliez pas, vous pouvez nous écouter, nous revoir, nous réécouter en replay et en podcast quand vous voulez pour qu'on explose de nouveaux records. Faites la même chose avec la librairie de l'écho de notre cher ami Emmanuel. Merci Marc.